un peu Des fois, plus. je pense quand même à Lausanne, quand j'avais mes mômes, 3-4 ans, c'était aussi notre période. Ouais. Bonjour Esther, on est chez vous aujourd'hui, vous habitez dans la même maison que votre fille, et puis j'ai le plaisir de vous revoir puisqu'il y a à peu près 15 ans, vous étiez déjà dans ma classe pour témoigner de votre passé, de votre vie pendant l'occupation nazie. Alors, est-ce qu'on peut savoir votre âge? Est-ce que c'est possible de le connaître? Je suis de 31. Voilà, vous faites Bientôt 92. 90, bientôt 92 ans. Même si je les sens pas, mais je les ai. Voilà, tout à fait, vous êtes Oui. pleine d'énergie. Si, je me sens normalement. Comme si j'avais 20 ans, 20, 30 ans de moins, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes venu en Suisse finalement? Après 2 ans d'Angleterre à 20 ans, je voulais apprendre les langues européennes. Alors je suis parti à quel âge, moi, du Piémont? Avant 20 ans. Puis j'ai appris l'anglais. En Angleterre, j'ai gardé une petite fille qui s'appelait Diana, je la promenais, une gamine de 2-3 ans, je m'occupais bien de cette petite, parce que moi j'étais l'aîné de 5 à la maison. J'avais l'habitude d'avoir des frères et sœurs plus jeunes que moi, comme ça je m'occupais bien de Diana. Tout à fait. Et puis après 2 ans d'anglais, tout va bien, j'ai dit, mais après tout, maintenant il me faut aussi le français. Parce que nous, au Piémont, le français, c'est presque notre patois. Hein. On parle patois piémontais, mais la moitié, c'est des mots français. C'est juste la frontière. Ça fait que, voilà, je me suis mis en tête que je devais apprendre l'anglais, le français et l'allemand. Mais malheureusement, l'allemand, comme j'avais été frustré et triste par rapport à la guerre, que j'étais gamine, l'allemand, ça ne me faisait pas vraiment envie de l'apprendre. Donc vous êtes venu en Suisse romande. Alors je suis venu en Suisse romande, Ouais. comme ça j'ai perfectionné mon français. Très bien. Et puis quel était votre village d'origine alors? Vous habitiez dans le Piémont, Piémont. mais c'est un village ou une ville? C'est-à-dire, c'est Collegno, un gros village, mais il est pratiquement collé à la frontière de Turin. D'accord. Ça fait bloc avec Turin, mais il y a quand même la commune de Collegno. C'était donc un gros village. Un gros village, oui. Ouais. Oui. Quel souvenir vous avez de ce village là-bas, des habitants, de la vie qui avait... Oh, moi j'ai un beau souvenir de Collegno. Parce que mon papa, il était une personne tellement aimable, il connaissait tout le monde, il faisait 2-3 métiers en même temps. Quel métier par exemple? Mon papa, il était à la base. On ne sait pas trop à la base qu'est-ce qu'il était, mais je sais qu'il faisait la garde nocturne, il passait la nuit blanche sur un vélo à Turin, parce que c'est juste la limite de notre village, c'est Turin. C'est ça. Il avait tout un paquet d'adresses de clients qui voulaient qu'il y ait un contrôle nocturne. Ok. Il passait toute la nuit à vélo, à pédaler, à mettre des tickets où il fallait, en ville de Turin. Puis il revenait vers 7 heures du matin, il était à Collegno et il avait un kiosque à journaux. Et votre maman, alors, elle faisait quoi? Et ma maman, elle avait 6 enfants, moi j'avais 6-7 ans, puis il y en avait encore 1 ou 2 dans le berceau. Ah ouais. Quel souvenir vous avez de Mussolini? Mais Mussolini, d'un côté, moi je trouve un peu bizarre parce qu'il avait une allure spéciale. Très énergique, le coup de poing, etc. Il faisait des grosses voix. Martial. Mais moi, comme ça. j'avais 10-12 ans, je ne pouvais pas tellement juger. Martial, très martial, Mussolini. Mais quand même pas méchant. Pas Ouais. méchant. Non, non, il n'était pas méchant, Mussolini. On avait même la chanson qu'une fois, il est venu visiter les écoles dans la région de Turin. Il a passé aussi à Regina, chez nous, on était sur la frontière de Turin.
beaucoup d'enfants de monde qui étaient là sur la route pour attendre le passage avec le camion. Il était sur un camion ouvert, debout, Mussolini, et il saluait, puis nous on attendait. Esther, il y a encore une chose que j'aimerais vous demander. Laetitia m'avait parlé aussi d'une chanson que vous chantiez en l'honneur de Mussolini. Est-ce que vous pourriez nous la chanter? Mais oui, surtout le refrain en tout cas. Oui. Parce que les versets, je les ai un peu oubliés. Alors comment ça allait ce refrain? Sur la jeunesse. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita e nella sprezza, il tuo canto squilleva per Benito Mussolini, eia eia, ah la la. Et voilà. Vous êtes toute petite hein, parmi bien d'autres. Hein. Ah oui, tout en colonne, comme ça, elle était venue avec les maîtresses d'école, toutes les classes. Mussolini avait habité chez ma grand-mère. Avant d'être le Mussolini, c'était dans les années 1902-1903, alors qu'il était venu en Suisse pour travailler, et il travaillait sur la voie entre Vallorbe et La Sarraz. Ça, je ne savais pas. Alors. Et il logeait chez ma grand-mère. Il avait une chambre à l'étage avec 2 compatriotes et il logeait chez ma grand-mère. Et vous savez pas ce qu'il a fait? Il est parti sans payer son loyer. Et ça alors? Parce qu'il avait été renvoyé du territoire suisse parce qu'à l'époque, il écrivait déjà des choses un petit peu tendancieuses. Mais j'avais entendu dire qu'il avait travaillé en Suisse quand il était jeune, Mussolini. De quelle manière est-ce que vous avez ressenti cette guerre? Ou bien quand est-ce que vous avez vraiment pris conscience que la guerre arrivait? On a pris conscience quand on avait les nuits blanches, qu'on ne pouvait pas dormir, il y avait des sirènes. Et puis il y avait des lumières, comment ils les chiamano, les fari, comme des phares puissants, des machines puissantes qui lançaient de la lumière dans le ciel et ils cherchaient dans le ciel les avions anglais qui venaient bombarder. Vous vous rappelez de l'arrivée des Allemands? Oh là là, c'était pas gai. C'était pas gai. J'imagine. Ils arrivaient avec leurs camions. Même une jeune fille que je connaissais, que pour finir, j'ai regretté toute ma vie que je ne l'ai plus vue. C'était une copine à moi, mais elle avait 2-3 ans plus que moi. Il passait avec ce camion dans les rues de la région, tout ça. Ils s'arrêtaient et puis ils embarquaient quelques jeunes, qui se leur prenait d'embarquer quelques jeunes. Et on ne sait pas où ils les menaient après. Mais ils étaient habillés en militaire et puis avec leur camion, on aurait dit qu'ils faisaient je ne sais pas quoi d'important. Mais ils les prenaient au hasard. Au hasard. Mais après, ils disparaissaient ou bien vous les... Au hasard. Et puis ils sont venus devant chez nous, que mon papa, il avait fait une belle maison avant la guerre et tout. Il avait comment on appelle, devant les façades, des barrières en fer forgé. Une barrière, parce que la maison elle avait quand même une bonne longueur, puis deux portails, ça fait qu'il y avait des barrières fixes en fer, comme des lances métalliques. Je vois très bien. Et bien, ils sont arrivés avec un camion des scies électriques qui ont coupé toutes les barrières pour les faire fondre, soi-disant, pour faire les bombes. Ou d'autres fusils, j'en sais rien. Là, ça m'est resté alors, parce que depuis lors, on n'a jamais eu de jolies barrières comme ça. Heureusement qu'ils nous ont laissé les portails. Est-ce qu'ils vous faisaient peur, ces soldats? Ah oui. C'était déjà à cause de la langue, de leur manière de parler. Et puis, ils embarquaient des gens... On savait, mais on ne parlait pas, on n'osait rien dire pour ne pas se faire... prendre à Grugliasco, juste le village à côté de Regina, où on était nous, Regina. Ben, il faisait monter ces gens, mais c'était, je ne sais pas, n'importe qui du village, des femmes, pas des enfants. Monter là sur le clocher, puis en bas.
Et il y en a une bonne vingtaine, parce que je crois bien que c'est 22. Et il y a la plaque en marbre, plaque souvenir des 22 martyrs. Une plaque blanche de marbre comme ça, avec tous les noms de ces gens qui sont morts comme ça. C'était vraiment affreux, qu'est-ce qu'ils faisaient ces Allemands. Ouais. C'est pas de la guerre, ça c'est de la boucherie, ça. Chaque nuit, il y avait des avions qui passaient, qui s'arrêtaient, qui bombardaient, qui... Et puis il y avait des sirènes, j'imagine. Oui, sans arrêt. Avant les avions, il y avait les sirènes, et puis se coltinaient les avions. On a eu des bombardements... Mais sur votre ville même? Oui, tout au Turin, maman mia, Turin. Ah, Heureusement Turin, qu'à moi, il restait quand même sur Turin. Nous, on était juste à l'orée. On a eu 2 ou 3 bombes qui se sont perdues, qui devaient arriver sur Turin. Ils sont arrivés sur nous, parce qu'on était vraiment dans la ceinture. Hein. Mais bombardé. C'était pas drôle du tout, hein, ces 4-5 ans. Mais vous alliez vous réfugier où? Dans la cave de ma maison, de la maison de mon papa. Pendant longtemps, des fois? Pendant longtemps, ça? Il y a eu des périodes qu'on était presque, en tout cas 3-4 fois par semaine, à passer la nuit dans la cave. Hein. On ne dormait pas la nuit. Puis vous étiez au courant? Vous étiez au courant de ce qui se passait dans les camps de concentration ou d'extermination? Vous saviez ça? Hein? Pas tout de suite, en tout cas pendant des années, on n'a pas su, c'était vers la fin. Vers la fin? Même fin là, vous qu'on le a saviez? su. Ouais. Et puis l'Église, comment est-ce qu'elle réagissait par rapport à l'occupation? Espérance. On n'a pas raté nos réunions le dimanche, nos cultes, nous chantait, on priait, on louait. On était vraiment tenus dans la paix. On se sentait dans la paix. Est-ce que vous avez l'impression que la ferveur était plus grande pendant l'occupation? On était fervents. Ouais. On était prêts à tout. Si le Seigneur a dit, s'il y a une bombe qui doit arriver, on était résignés à la volonté de Dieu. On ne peut pas dire autrement, hein, parce que quand il y a des sirènes, des canons qui tirent contre l'avion, qui essaient de choper les avions, nous, tous des gamins de bas âge et tout, on était 6 en famille. Mon frère avait une année plus que moi. Mais vous avez pris l'habitude, j'imagine, au bout d'un moment. Pour l'habitude, c'est pas tellement une habitude. On a espéré tous les soirs de pouvoir dormir un peu quand même. Hein. Et vous avez vu les Américains arriver, tout ça? Ah oui, des camions, alors pour finir, des camions d'Américains qui parlaient l'anglais. Oh, j'étais toute fière d'entendre parler autre chose que l'allemand. Parce que alors les Allemands, c'est comme ça. Hein. Et puis maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Il y a des choses qui vous rappellent cette période-là, où vous voyez des choses. C'est-à-dire, moi, je ne lis pas tellement de journaux, je n'écoute pas de nouvelles dans la radio de ce qui se passe. Mais c'est vrai que la guerre, elle est toujours triste, de toute façon. Hein. La population, elle souffre, et puis voilà. C'est triste. Vous racontez ces choses-là à vos petits-enfants? Même mes petits-enfants, j'en ai combien? Moi, il y en a une là qui est plus petite, pas plus petite que ça, hein, elle est quand même grandinette. Mais je ne raconte pas tellement. J'ai raconté du temps de la guerre et tout ça. J'ai dit que oui, mais je ne me rappelle pas parce que moi, j'ai plus de mémoire. J'avais une mémoire incroyable, maintenant j'ai beaucoup moins. Hein. J'ai dépassé les 90 depuis presque 2 ans. C'est ça? Je fais rire ma petite fille. Ça ne m'intéresse pas de devenir une loque, je préfère vieillir, mais lucide. Il me semble rappeler que votre petite fille, dans ma classe, m'avait parlé d'une fois où vous alliez chercher du lait. On avait affaire avec des gens qu'on ne connaissait pas. Alors, pour être tranquille, moi j'avais un linge blanc, comme ça j'avais mon baratin pour mon lait, et pour montrer que j'étais une fillette de paix.
J'avais 10 ans, 10, 11 ans. Ouais, c'est magnifique ça. Est-ce que vous avez un message à faire passer là, après toutes ces années-là, et votre vécu? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message à ceux qui viennent maintenant? Qu'ils aient une grande confiance. Moi, j'avais un papa qui était, je ne vais pas dire unique, parce que j'espère qu'il y en a d'autres, mais il était extraordinaire. Un C'est-à-dire homme de foi, un homme de foi. un témoignage de foi. Nonno Angelo. C'était déjà l'aîné de 5. Enfin, il avait aussi eu la vie dure déjà, mais une foi dans le Seigneur, une foi dans la parole écrite. La Bible, pour lui, c'était quelque chose d'important parce qu'il trouvait la parole de Dieu là-dedans. Eh ben, on va peut-être terminer sur cette belle image, Esther. Oui, oui, oui. Merci beaucoup de ce moment-là. Et puis, ma foi, bonne chance. Merci, Bonne merci. chance pour Moi, je me sens la vie. toujours tellement bien. Je me sens dans ses mains, je me sens porté. Tous les matins, c'est merci Seigneur, merci Seigneur. super. Et puis, je suis bien, comme si j'avais 45 ans au lieu de 90. Magnifique. Je ne peux pas dire plus. Ouais. Hein. La belle croûte dorée de mon pain, j'avais même oublié que je l'avais cuit. J'ai cru que... Vous aviez oublié que vous l'avez cuit? J'ai oublié, parce que je l'ai laissé gonfler, puis j'ai dit, mince, maintenant il est mou comme je sais pas quoi. Je ne l'ai pas cuit quand c'était le moment. Et puis au contraire, je l'avais cuit. Non, j'ai la tête un peu... qui me fait un tout petit peu souci dans...